Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, à 48 heures des élections présidentielles en Tunisie. Vous recevez ce matin Amira Yayaoui, présidente de l'ONG Al-Basala. C'est l'interview politique d'Europe 1. Madame, monsieur, c'est à vous. Vous l'avez bien dit, voici l'œil et l'oreille de la démocratie de cette Tunisie, exemplaire pour l'ensemble du monde arabe. Bienvenue Amira Yayaoui, bonjour. Bonjour, merci. Dans 2 heures, quai Branly, au musée de Jacques Chirac qui sera présent, vous allez recevoir le prix 2014 pour votre action avant, pendant et après le printemps démocratique de la Tunisie. Des années de protestations et de risques. Et vous avez commencé tôt, paraît-il. À 16 ans. À 16 ans, que vous avez commencé à faire, à manifester. À manifester, à écrire, à parler de la dictature tunisienne. Et vous avez de qui tenir. D'abord votre mère. Oui, première femme de toute une région à aller à l'école. Et comment elle allait à l'école? À Dodane. Ouais. Et Oui. qu'est-ce qu'elle a été Je après? suis originaire des grottes troglodytes du sud tunisien. Elle a été la première à aller à l'école, finie ingénieure informatique. Et votre père était magistrat banni par Ben Ali pour avoir dénoncé le manque d'indépendance de la justice. Donc déjà, toute petite, vous tendiez l'oreille. Oui, j'ai vécu dans une démocratie au sein d'une dictature. Ouais. Et ça deviendra pour vous une curiosité qui va rester une curiosité de combat. Absolument. Il n'y avait pas de choix. Il fallait parler, il fallait s'engager. On n'avait pas de choix. Et vous ferez arrêter, malmener, tabasser. On m'a même dit qu'un jour, on vous a mis sur les rails d'un tramway, même si c'est loin, c'était en 2005. Oui. Et vous aviez en 2005, combien, quel âge? J'avais 20 ans. Oui. Et tous ceux que vous avez réunis autour de votre ONG ont moins de 30 ans. Oui, c'est le but. On est assez discriminant. On ne recrute personne au-dessus de 30 ans. Alors, vous avez été interdit en Tunisie, vous avez vécu 5 ans à Paris, vous avez fait vos études, et c'est d'ici, qu'avec Internet et les réseaux sociaux, vous avez mobilisé les jeunes en Tunisie. Si je résume, vous avez milité contre la dictature, et vous avez, après la chute de Ben Ali, dénoncé les atteintes aux droits et poussé à la démocratie avec la méthode Yayaoui. C'est quoi la méthode Yayaoui? La méthode Yayaoui, c'est en grande partie, je dirais, c'est la méthode Al-Basala, c'est de faire engager le maximum de gens à savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se dit au nom d'eux, en fait, qu'est-ce qui se fait voter, qu'est-ce qui se discute, quel est ce consensus négocié en Tunisie. C'est-à-dire que vous avez été avec vos amis présents jour et nuit, ouais, avec votre petite ONG à l'Assemblée, que vous aviez des micros et des caméras partout, que vous surveilliez tous les présents, les absents, les discours, les promesses qui étaient tenues ou pas tenues, c'est ça? Oui, le but était d'arriver avant les députés, de partir après eux. On était dans toutes les commissions, toutes les séances plénières. On n'a raté aucune minute de cette assemblée. Vous surveillez la régularité des votes? On surveillait la régularité des votes. On a beaucoup assisté les députés pour qu'ils comprennent ce qu'ils votent pour, qu'est-ce qu'ils écrivent. On les a aidés à écrire beaucoup de textes de loi et on leur a expliqué que fait le monde. Ouais, et par exemple, vous avez tout fait pour que le mot charia ne soit pas dans la Constitution. Une des choses qu'on avait faites, c'était, on était contre ce mot-là dans la Constitution. On a beaucoup travaillé sur l'égalité homme-femme, sur cet article assez historique qui est passé dans la Constitution tunisienne. Et on m'a dit que vous avez dénoncé des élus absents qui votaient ou d'autres qui votaient 2 fois ou 3. Oui. On a trouvé une bonne manière pour pousser les députés à être présents. On les a classés comme à l'école, du premier au dernier. Et vous avez donc associé tous les Tunisiens à ce qui se faisait dans les hémicycles. Pas de combine, pas d'hypocrisie, pas de mensonge, c'est ça? Non, tout était public. Les députés savaient que tout ce qu'ils disaient appartenait aux Tunisiens. Alors dimanche, et Thomas l'a dit tout à l'heure, la Tunisie vote pour son nouveau président de la République. Ennahda a choisi de ne pas présenter de candidat. Celui qui tient la corde et qui peut réussir et réunir la majorité du pays, c'est l'ancien proche de Bourguiba, Beji, Caïd et Sepsi. Est-ce qu'il peut gagner? La bonne chose, c'est que c'est une démocratie maintenant, on est sûr de rien, on ne sait pas qui va gagner les élections présidentielles, mais il est le grand favori, oui. Oui, et après? Qu'est-ce qui se passe après? Et après, choix du président de l'Assemblée, choix du Premier ministre parmi la majorité parlementaire, donc le même parti que probablement le président de la République. Les islamistes d'Ennahda, est-ce qu'ils jouent le jeu ou ils attendent l'échec économique et social des démocrates? Pour le moment, ils jouent le jeu comme ils l'ont fait pendant 3 ans. Ils ont joué le jeu. Je pense que les institutions sont plus fortes que les combines politiques en Tunisie. Les islamistes sont maintenant normalement dans l'opposition
l'opposition. La question est, est-ce qu'ils vont rejoindre le gouvernement ou pas? Est-ce qu'il peut y avoir un gouvernement de coalition entre Essebsi, s'il a gagné, et les islamistes? Tout reste possible parce que le parti Nida Tounes de Beji Caïd Essebsi n'a pas réussi à avoir une vraie majorité confortable. Donc, ils n'ont que 40% de Mais l'Assemblée. il y a d'autres partis. Oui, mais les islamistes en ont eu 30. Donc, il ne reste pas grand-chose, à moins que le parti de Beji Caïd Essebsi s'allie avec des partis et libéraux et communistes en même temps. Il va être difficile de créer une majorité C'est un moment, gouvernementale. en tout cas, important, un pas de plus pour la démocratie en Tunisie aujourd'hui. Dimanche. Un grand pas pour la démocratie. Je ne vous demande pas pour qui vous allez voter. Je ne vous dirai pas. Non, c'est pour ça que je ne vous demande pas. Mais pour qui vous ne voterez pas? Je ne voterai pas pour l'ancien régime et pour les islamistes. Et pourtant, il y a des gens de l'ancien régime qui viennent, qui sont revenus. Oui, et moi je crois réellement dans le droit de tous les Tunisiens de faire partie de la nouvelle Tunisie politique. Je n'ai rien contre eux, mais c'est mon choix, je ne vote pas pour. Et grâce à la stabilité qui est encouragée en ce moment par le Premier ministre Mehdi Joma, des Tunisiens rentrent d'exil chez eux. Ça, c'est un phénomène assez intéressant. Justement, il y a la démocratie, on n'a plus besoin d'aller la chercher ailleurs, et donc on n'a plus besoin de quitter le pays, on peut rester chez nous. Oui, et des jeunes qui ont été formés, par exemple en France ou aux États-Unis, énormément des grandes écoles. Énormément d'élèves des grandes écoles françaises et ailleurs en Europe et aux États-Unis rentrent en ce moment en Tunisie parce qu'ils y croient. C'est-à-dire il y a une confiance qui revient, mais est-ce qu'elle va durer pour les investisseurs, pour les touristes? Eh ben, on est en train de construire tout pour. Je pense que la Tunisie est en train de montrer depuis 3 ans qu'elle est le seul exemple positif de toute une région et on a besoin d'y croire et d'avoir de l'espoir. Et il y a Amira Yayaoui, tout le monde arabe regarde, et vous avez raison, et parfois redoute que votre élection d'après-demain continue à entretenir le virus de la démocratie. Absolument, c'est difficile pour nos voisins, surtout qui ne sont pas connus pour leur démocratie, l'Algérie, la Libye, etc. Mais on est très contents. Moi, je crois fermement que l'exemple tunisien va avoir beaucoup d'impact sur la région. Alors, tout à l'heure, vous allez adresser un message à la France, devant les présidents Chirac, Hollande, devant les gouvernants de gauche, de droite, Alain Juppé, et au-delà d'eux, à la Tunisie, aux dirigeants et aux peuples arabes. J'ai l'impression qu'il y a un double message. Oui, ce prix-là est pris pour les Tunisiens, pas seulement comme un prix qui est donné à moi en tant que membre de la société civile tunisienne, mais qui est un prix de la France vers la Tunisie, d'une reconnaissance, d'une expérience positive. C'est aussi un prix d'un certain mea culpa par rapport de la France, parce que la France a beaucoup soutenu l'ancien régime, a eu une position assez difficile par rapport à la dictature. Et donc, pour les Tunisiens, c'est un message d'espoir. Donc ça, c'est important ce qui est en train de se passer, si je puis dire. Et vous vivez entre Paris, New York et surtout Tunis. Maintenant, vous et vos amis, vous allez lâcher les élus ou continuer à les surveiller? On va travailler encore plus dur. Ouais. Et vous n'êtes pas menacé physiquement? Ça va aller. Bon, et avec le prix de la Fondation, ça sert comme un bouclier. Absolument. Merci d'être venu et bonne chance. Bravo. Merci Amira Yayaoui. Merci également à la radio tunisienne Express FM qui a retransmis à l'instant cette interview, Jean-Pierre, en direct. Merci Jean-Pierre, on vous retrouve dimanche à 10h pour le grand rendez-vous iTélé Europe 1 Le Monde. Et c'est Brice Hortefeux qui sera votre invité.